Bon, ben, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Malpagne, on commence à en entendre de plus en plus parler, surtout avec Emotet. Emotet, ça fait depuis 2014, ça existe à peu près. Ça fait quand même... ça commence à sortir vraiment, à faire beaucoup de mal. Fait que le plan de masse aujourd'hui, on va expliquer c'est quoi, on va voir en surface c'est quoi exactement. Comment que ça fonctionne, le modus operandi. Comment l'identifier, comment savoir que ça nous concerne, qu'on l'a dans nos infrastructures, les indicateurs de compromission, comment le nettoyer, comment le prévenir. Puis, la prévention, ça va être vraiment, si tu ne veux pas l'avoir, c'est quoi les méthodes de mitigation à penser. Après ça, les ressources utiles, puis quelques réflexions sur le sujet. Le malspam, c'est l'agrégation de spam, du pourriel, puis de malicieux. Fait que c'est pas seulement un moteur, c'est pas seulement un document Word, ça peut être des JavaScript, etc., qui sont malicieux. Quelqu'un envoie ça en pièce jointe ou dans un lien dans le courriel, puis il s'attend à ce que la personne exécute le code qui est malicieux, puis bang, le mal est fait. C'est vraiment pas nouveau, comme tout explique. C'est Melissa, I Love You, les Verts ont commencé à se répandre par courriel de cette façon-là. Il y a différents formats de fichiers. Il y en a qu'on voit beaucoup moins parce qu'ils sont par défaut dans les antivirus, dans les anti-spam. Il y a des listes d'extensions qui sont bloquées par défaut. Mais il faut commencer à les revoir tranquillement, pas vite, parce qu'il y a des moyens de contourner ces affaires-là. Donc, c'est ça. Donc, les virus, c'est pas mon premier. Malspam, virus, pourriel, je mets tout ça ensemble. Ça revient au même. C'est malicieux, c'est pas bon, on n'en veut pas dans nos plates-bandes. Fait que, depuis que je suis tout petit, ça n'a pas été long. J'ai pogné une disquette sur un BBS, je l'ai mis dans mon ordi, puis oups, mon ordi a commencé à mal fonctionner. Après ça, à l'école secondaire, puis tout, on s'entend au lab, puis tout, on s'amuse des fois, puis on trouve des affaires plus ou moins correctes. Après ça, quand j'ai commencé sur IRC, il y en a qui ont beaucoup de codes malicieux, puis tout. Tu vois un canal, puis il y a quelqu'un qui t'envoie un fichier attaché, c'est intéressant, tu double-cliques, tu l'envoies à tout le monde. Ça n'a pas changé. Après ça, évidemment, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir plus d'ordinateurs en comptage. J'ai fait les ordinateurs de la famille, comme on fait probablement toutes, à Noël. Hey, mon ordi va mal, peux-tu faire de quoi? Fait que, puis évidemment, il y a les logiciels non voulus, comme des fois, tu installes, je ne sais pas moi, un web player, puis il t'installe un truc à côté que tu ne veux rien savoir, puis enlever ça, ça peut être tannant à longue, un peu comme notre ami BunzyBuddy ici. C'est ça. Puis, les problèmes spam, ça vient tranquillement pas vite, pas nécessairement les malspam, mais un serveur de courriel mal configuré, ça peut faire mal à une infrastructure, à une compagnie. Ils peuvent se faire blackliter, plus être capable d'envoyer le courriel carrément pendant 24, 48, 72 heures ou encore plus longtemps. Donc, on a ici quelques chiffres sur la situation des courriels dans le monde. Dans les dernières années, le taux moyen de pourriel tourne entre 78 et 85 les chiffres sont quand même surprenants parce que ici, le chiffre, c'est la moyenne quotidienne de courriels qui passent sur Internet. Fait que, et 85 de ça sont des pourriels. Donc, les chiffres sont quand même assez surprenants. Mais quand tu as une grosse infra, ça t'étonne plus bien. Ici, on voit c'est qui envoie le plus de spam par adresse IP. Les adresses IP sources, quand on fait un Word sur l'adresse IP, ça va nous dire si ça vient de tel pays, genre, on voit les sources. Ça, c'est, encore une fois, c'est les envoyeurs, mais spécifiquement par adresse IP. Puis, on voit surtout beaucoup les mêmes zones revenir, comme on va voir dans le prochain. Ici, on ne voit pas très clairement, mais en ordre de magnitude, on voit les États-Unis, le Brésil, la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France.
ça, c'est pas en pourcentage. Le dernier mois, c'est l'ordre de magnitude, comme 8.6, 8.5, 8.5, 8.2. Donc, on voit souvent la Russie, la Chine, le Brésil dans les en-tête des courriels. C'est ça, ça représente un peu ce qu'on voit. Ça, c'est les envoyeurs de malware. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. C'est-tu seulement pour les courriels ou c'est-tu quelqu'un qui ont trouvé sur les postes? Je ne sais pas. Mais encore une fois, on revoit beaucoup les mêmes pays revenir. Dans le cas de Emotest, régulièrement, si vous allez sur Twitter, hashtag Emotest, vous allez avoir des diagrammes comme ça qui vont vous montrer il y a différentes étapes d'infection, comme on va voir plus tard. Il y a le résumé, puis le document. Souvent, quand on va vous envoyer un courriel, le document va être hébergé à une place et les payloads vont être à une autre place. Comme ça, si la première étape est bloquée, bien, la deuxième, elle ne sera pas nécessairement, ou l'inverse. Donc, on voit que la distribution géographique est totalement différente, et ça, c'est seulement pour une journée. Le lendemain, ça ne sera pas la même affaire que ça. Comme les maps qu'on vient de voir, il y a une affaire que le monde commence à réaliser de plus en plus récemment, c'est que la Russie n'est pas affectée, à peu près pas pantoute affectée par ces affaires-là. Où il n'y a pas de il n'y a pas de command center qui est en Russie, qui a vraiment été observé. C'est surtout dans d'autres pays. Donc le monde commence à trouver ça bizarre. Mais là, ici, on a quelqu'un qui a fait une supposition que les attaquants ne sont pas en Russie à cause de ça. Bon, ça ne marche pas comme ça, mais bon. Comme je disais, ça explique ça existe depuis 2014, puis au début, ça faisait seulement voler l'information de banque. Petit à petit, ils ont développé un système de modules. Le système de modules va s'implanter sur le driver de la carte réseau, puis va exfiltrer des informations. Ça peut être l'information de carte de crédit, ça peut être des informations bancaires, ça peut vouloir simuler un site de banque très connu. Comme vous l'avez vu, Wells Fargo récemment, que le site web était super bien copié, puis le HTTPS était très normal. Genre. Puis la personne qui cliquait, puis ça l'envoyait des informations, puis ça renvoyait vers le site de la banque après. En tant que tel, c'est pas un malware, mais dans le sens du mot, c'en est un. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des variantes de Emotest qui sont à un niveau, mais il y en a qui sont à 5, 6, 7, 8 niveaux différents d'infection. C'est pour ça que ça peut être extrêmement difficile à retracer. Et comme je disais, modulaire, évolutif, parce que c'est déjà arrivé qu'il soit utilisé pour d'autres affaires. Ça peut être pour une campagne de spam. Probablement que quelqu'un sur un forum Darknet a dit « Je veux envoyer 205 millions de spam en 3 jours. Ça paye tel montant. Ton botnet envoie ça. » Pour démonter, comprendre, c'est un peu compliqué. Au début, moi, c'est vraiment une misère parce que souvent, tu ne veux pas te faire infecter ton propre système parce que c'est un malware. Donc, ton réflexe, c'est de faire dans une machine virtuelle ou dans un ordinateur dédié. Moi, j'ai pris une machine virtuelle, puis il ne fonctionnait pas, je ne réussissais pas à comprendre. Fait que là, j'ai fait quelques recherches, puis j'ai finalement appris que dans une machine virtuelle, il ne se comporte pas de la même façon qu'il devrait. Probablement parce qu'il a trouvé le nom d'utilisateur par défaut, la MAC adresse, etc. Il voit qu'il est dans une machine virtuelle, fait qu'il ne fait pas tout ce qu'il a à faire. Récemment, une autre variante a été que il ne fonctionne pas pareil en 32 ou en 64 bits, ou il s'exécute seulement en 64 bits pour certaines variantes. Et se caractérise souvent, vous pouvez voir sur vos systèmes anti-spam si vous en avez, j'espère. Vous sortez un sujet invoice, UPS, FedEx, facture, etc. Vous allez à peu près en trouver ces garanties. La structure. Au début, c'était tout ensemble. Les C2 se parlaient entre eux autres. Tout. Mais depuis quelques mois, ça s'est séparé. Comme on voit ici, il y a des clés RSA, puis les command center. Command center, c'est les points bleus, puis RSA, c'est les points rouges. Ça se parle entre eux autres, mais pas tout le temps. Puis pas toutes des mêmes façons. D'une journée à l'autre, ça peut arriver qu'une journée, un C2 parle à
au premier cluster, puis le lendemain, il va parler au deuxième, puis vice-versa. Donc, ça peut être assez spécial à suivre quand même. Ici, on a quelques exemples. On ne voit pas très bien, mais ça, c'était à l'Action de grâce américaine. C'était facilement un conseil de 4 jours. Imaginez quelqu'un qui se fait infecter le jeudi soir avant de partir à la conseil, puis tout. Mais le monde n'a pas le temps de regarder ça. Il n'a pas le temps de faire détecter tout de suite. Puis là, il y a toute la fin de semaine pour être infecté dans l'infrastructure. Si la personne ne fait pas son ordinateur, il va s'amuser. Un autre ici, c'est quelqu'un sur un Slack qui a posté ça. C'est très bien fait. C'est carrément le courriel d'Amazon qui, une fois que vous avez acheté de quoi, puis vous cliquez dessus, puis ça vous envoie, ça vous donne la facture Amazon et c'est la pièce jointe et mot de tête. Quand on clique sur un lien dedans, ça nous amène à cette place-là. Et ici, comme on voit, c'est commun aussi. On a carrément une pièce jointe facture avec un numéro fichu. Puis c'est fait en français. C'est du très bon français. La seule erreur qu'on fait, c'est que les numéros de téléphone sont à 13 chiffres. Je n'ai jamais vu ça. Le français, ils n'ont pas mis d'accent. Ça, c'est un exemple de fichier. C'est souvent des points doc, mais ça peut être des PDF. Le point doc, il va demander soit d'activer les macros avec la barre jaune en haut, ou encore, c'est seulement ça. Puis il vous dit où aller dans le menu. Puis, une fois que les macros sont activés, il va exécuter le code. Mais normalement, simplement d'ouvrir le document Word comme ça, ça ne fait rien. Le monde, on le temps de réaliser parce que des fois, le courriel peut être très bien fait en français. Puis ça, c'est en anglais ou en allemand. Ça fait un autre facteur pour réveiller le monde un peu. Donc, comme j'expliquais tantôt, une fois que la macro est exécutée, il va aller chercher du code. Le code ne sera pas exécuté directement. J'ai vu plusieurs variantes. Les macros peuvent exécuter un script comme un .cmd ou un PowerShell, ou un CMD qui va exécuter un PowerShell, ou un CMD qui va exécuter un CMD qui va exécuter un PowerShell. Mais dans tous les cas, ça va aller sortir un code à quelque part qui, souvent, va être redirigé à une autre place, Donc, si un lien est mort, on n'est pas capable d'aller sortir le code et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comme on voit ici, le lien est mort parce que l'hébergeur a tiré la plug sur le site web. Oups. Mais j'ai quand même eu un document qui était intéressant. C'est un peu plus détaillé. Comme je l'expliquais, il exécute du code qui va sortir un payload sur Internet, qui revient dans le système, qui va créer un exécutable, qui va faire sa besogne et qui va dropper un autre malware. Comme on va voir tantôt, il y a plusieurs variantes de différents malwares que ça peut dropper. Il y a des familles qui reviennent souvent. Dépendamment des variantes, des modules qui sont déployés, ça peut carrément prendre toute l'information des PST ou de Outlook. Par exemple, les contacts ou les carnets d'adresses sont accessibles. Ça peut être dans le Active Directory, Exchange, Book. Ça va tout prendre ça, puis ça va le filtrer à un Command Center. Dans d'autres cas, ça va simplement vérifier si dans Firefox, dans Chrome, dans Internet Explorer, vous avez enregistré des mots de passe. Puis ça va l'envoyer à quelque part. Puis, comme plus bas, on voit, on va l'expliquer un peu plus tard, mais en gros, c'est que une fois que c'est sur un poste de travail, ça va scanner c'est quoi les postes de travail autour qui sont accessibles, puis ça va essayer de brute forcer les mots de passe des lecteurs réseau pour se propager de cette façon-là. C'est une autre application qui peut être un peu plus claire. Ça, c'était la mode au mois d'octobre, novembre à peu près. Genre. Là, ça a beaucoup évolué pour seulement des documents, des points doc. Avec le screenshot de tantôt, on ne voit même pas dans la barre jaune en haut. Il faut carrément qu'il aille dans le menu pour la sortir. Un autre, un petit peu comme j'expliquais ici, ça énumère des crédentiels pour se propager sur le réseau. Et les mêmes patterns reviennent aux autres places. Voilà, le carnet d'adresse, comme j'expliquais,
ça se peut que ça extrait toute l'information de Outlook d'une personne. C'est quoi que ça fait avec? Ce que ça fait, c'est que ça ne va pas spammer nécessairement directement. Il y a des variantes qui font, mais c'est rare. Pourquoi? Parce que ça peut faire blacklister automatiquement, puis il va savoir tout de suite que quelque chose ne fonctionne pas à quelque part. La tendance de nos jours, c'est carrément de voir un courriel arriver en sujet, facture, numéro, blablabla, de un nom d'une personne. Puis la personne qui reçoit ce courriel-là connaît ce nom-là. Donc, la personne va être en confiance. La personne qui le reçoit était dans les contacts de la personne qui a le nom spécifié. Donc, le monde a plus tendance à ouvrir une pièce jointe quand ça semble venir d'une personne qui connaît ou d'un point qc.ca. Ça peut être vrai, ça peut être affiché domaine.qc.ca, mais c'est même pas de là que ça arrive. Puis aussi, facteur, on s'entend qu'il y a le changement d'urgence. On veut inciter le monde à craindre un peu de ne pas ouvrir la pièce jointe. Et souvent, si le nom d'une personne est utilisé et on est capable de savoir que cette personne-là a été infectée, c'est pas nécessairement aujourd'hui ou hier, ça peut être il y a 3 mois. Ça peut être bon de l'aviser. Ça m'est déjà arrivé une couple de fois que j'ai envoyé le courriel que j'ai reçu d'une personne, puis j'ai dit « Hey, tel contact dans tes informations, oui, OK, t'es concerné, t'as été infecté, t'as-tu fait nettoyer ton ordinateur depuis 3 mois? Non. OK. » Il a remonté, puis finalement, ils ont trouvé qu'il l'avait à pas mal de plats. Un autre exemple, comme j'expliquais, le lien. La signature, puis on voit en haut que le nom ne correspond pas à l'adresse de courriel nécessairement. Donc, c'est le genre de truc à surveiller. C'est pour ça que des fois, ça peut être important, si vous êtes en support dans ce genre d'affaires-là, de demander le courriel complet avec les en-têtes. Parce que les en-têtes, si vous n'avez pas les en-têtes, vous pouvez avoir des surprises à ce niveau-là. Méthode de propagation. Un peu comme j'expliquais tantôt, email, c'est ce qu'on voit beaucoup. Une fois qu'il est rentré dans le système SMB, il va faire une bruit de force. Vous allez voir des connexions vers les autres ports. Connexions sur le port 139 ou 445 à minuit et quart le soir. Ça peut être ce genre d'affaires-là. Puis vous allez avoir des connexions. C'est souvent des mots de passe par défaut, des mots de passe faciles qu'il va essayer. Des fois, il va aller sortir une liste sur un GitHub, quelque chose comme ça. Puis, il va toutes les essayer un après l'autre. C'est sûr que si vous avez pris la peine d'avoir des bons mots de passe, il n'y en aura pas de problème. Et ensuite, le vol de crédentiel de compte, comme tout ce tantôt, il va exfiltrer les mots de passe enregistrés dans les navigateurs et qui passent sur le réseau de façon non encryptée, pas de SSL. De repé. Je vous expliquais tantôt que la première étape, c'est de s'implanter et d'être capable de repérer d'autres codes, de contourner un peu les protections normales du système. Une fois que c'est fait, ça va aller sortir d'autres codes sur un autre serveur qui a été infecté. Des fois, ça peut être un site WordPress qui a été piraté, ça peut être un truc de WannaCry ou ça peut être un serveur qui a été acheté explicitement pour ça. C'est vraiment facile à trouver des serveurs à 5$ par mois. Et il y a plusieurs familles. Je vais lister de façon chronologique. Avec le temps, depuis 2014, les familles ont un peu changé, mais pas tant que ça. Ces temps-ci, c'est surtout TrickBot, ASID. J'ai vu un peu de Zeus. Deridex, ça revient très souvent. Bon, je n'expliquerai pas c'est quoi qu'ils font, là, mais ça revient tout au même principe, puis voler des informations, puis les envoyer à quelque part. Ça déjoue les défenses habituelles parce que, comme tu expliquais, il est super modulaire. Comme, ça prend une URL, ça s'en va sur un autre serveur, c'est redirigé sur un autre serveur, qui lui va dropper de quoi, qui lui va aller sur un autre URL. C'est vraiment difficile à retracer si vous ne savez pas que vous cherchez. L'autonomie de compilation. Quand je parle du deuxième, troisième URL ou du fichier droppé, ce qui arrive des fois, c'est que le fichier est fait sur mesure pour le système. Par exemple, sur Windows,
Si vous faites en command line la commande 7, vous allez avoir des résultats différents d'un poste à l'autre. Donc, très souvent, ça se peut que ça prenne un caractère dans ces variables-là, puis ça fasse un nom de fichier ou que ça change les en-tête. Et le hash, le calcul mathématique unique du fichier, soit différent à cause de ça. Donc, les antivirus, avec les méthodes destinataires, ne le verront pas. Donc, c'est encore plus difficile à tracer comme ça. Par contre, comme c'est une chaîne, j'ai rarement vu beaucoup de redondance. Par exemple, il va y avoir un dropper, il va y avoir 3, 5 URL peut-être à tester. Si ces URL-là sont morts, bien, ça arrête là. Ou encore, vous pouvez avoir un filtrage web qui va carrément reconnaître les adresses qui sont blacklistées ou qui font des trucs pas corrects ou qui ont été piratées récemment. Ces affaires-là vont carrément bloquer la chaîne. Des fois, tu vas arriver, c'est comme du URL 1, URL 2. Le URL 2 ne marchera pas. Fait que là, tu fais URL 2.1, URL 2.2, 2.3. Ah, OK, 2.3 a fonctionné, il s'en va ailleurs, mais finalement, ce n'est pas compatible avec le premier URL ou le fichier qui est droppé. Donc, ça arrête là. Ou encore, ce que j'ai vu des fois, c'est qu'au niveau du poste, il peut y avoir un blocage de réputation web. Ça fait que ça affiche la page. Cette page a été bloquée par votre antivirus. Et le code de cette page-là est déposé dans le fichier qui est supposé d'être malicieux sur le poste. Donc, ça ne fonctionnera pas après. Une autre affaire, je ne vais pas mentionner, ça fait de BruteForce SMB, mais ça utilise parfois les exploits de la NSA qui ont été publiés. Eternal Blue, un truc que WannaCry prenait pour se propager. Ça n'arrive pas souvent, mais normalement, de nos jours, ça devrait être patché, mais si vous n'êtes pas patché, ça peut faire mal. Identification d'une infection. Un peu comme j'expliquais tantôt, ça peut être des connexions à des heures bizarres, ça peut être un BruteForce SMB. Vous voyez beaucoup de connexions se passer, une augmentation de trafic, ou un ordinateur qui a atteint un maximum de connexions, ou dans votre firewall, vous voyez qu'un poste fait beaucoup de connexions que d'habitude. C'est bizarre. Des fois, comme j'expliquais, ça peut être les courriels qui sont envoyés d'une personne, ou ça peut être ce qu'on appelle le backcatter. Le backcatter, c'est tu fais semblant t'envoies un courriel falsifié à une personne avec une adresse qui est véritable. Mais on s'en balance que la personne à qui on l'envoie le reçoit. Parce que le serveur va dire « Je ne connais pas cette adresse-là ». Ça va rebondir à la personne que je veux concerner. La personne va voir « Ah, le courriel ne s'est pas rendu. C'est quoi donc? Me semble, je ne me rappelle pas de ça. » Là, il va aller voir « Ah, il y a un lien. OK, je vais cliquer. Oups, il est trop tard. » Il y a des URL bloqués par du filtrage web, des antivirus. Ça peut être du PowerShell aussi, on s'entend. C'est pas tout le monde. Toutes les infras qui utilisent du PowerShell, ça peut être des PME, d'ingénieurs de fabrication de métal, etc. J'en vois souvent qui sont encore sur des très vieilles versions, qui ne sont même pas sur un contrôleur de domaine. Ils ne font pas de surveillance, rien. Donc, exécuter du PowerShell sur des vieilles infra, c'est bizarre un peu. Fait que si tu ne cryptes pas de PowerShell, il n'y a personne qui connaît ça dans ton infra, automatiquement, si tu vois un crypt PowerShell qui part, c'est bizarre. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est malicieux automatiquement. Comme j'expliquais tantôt, le document Word va exécuter un CMD ou un PowerShell. On ne peut pas prendre ça comme comportement malicieux automatiquement parce que il y a beaucoup de documents Word qui utilisent du VBA, par exemple. Le VBA va exécuter d'autres processus. Et à beaucoup de places, ça va carrément aller chercher d'autres scripts à d'autres places. Donc, on ne peut pas dire que c'est malicieux tout le temps. Peut-être que dans votre infra, c'est le cas, mais il faut faire attention. Les indicateurs de compromission changent d'une place à l'autre. Une autre affaire, moi avec quoi ça commençait sur Remotest, c'est carrément le fait qu'un fichier se faisait effacer à tous les jours à la même heure. Je ne comprenais pas pourquoi ça arrivait. Pourquoi à 7h45 et 11 secondes du matin, le même fichier se faisait effacer. Puis le nom de fichier ne me disait absolument rien. Le hash n'était pas connu nulle part. OK. Puis il essayait d'exécuter un SVC host. En partant, c'est bizarre. Donc, ce que j'ai fait carrément, c'est que j'ai gratté un peu. J'ai vu, bon, c'est un document où
ne connaissais pas comment décompiler les fichiers, les exécutables, etc. Donc, j'ai pris une partie du code que je suis capable de lire dans le exécutable, puis je vais le sortir sur des logs réseau. Puis, j'ai pu voir la première occurrence de suppression de ce fichier-là. Donc, j'ai pu déduire que dans les 24 heures avant, il y a eu l'infection sur le poste de travail. Donc, j'ai regardé c'est quoi les courriels qui sont rentrés dans ces 24 heures-là. Et j'ai trouvé des documents assez particuliers. Ici, on voit le VBA d'un document Word avec holedump.py. Vous pouvez trouver ça sur GitHub. Et ça va vous donner une idée de ce que ça fait. Mais la plupart du temps, c'est vraiment obfusqué. Ils vont prendre des variables bâtards, puis ils vont inclure des champs qui vont tout mélanger ensemble, puis il va donner de quoi. Mais c'est pas lisable pour 2 scènes. Donc, des fois, on ne casse pas la tête avec ça. Des fois, ça va utiliser des tours de passe-passe vraiment bizarres. Comme ici, on voit en haut que il essaye d'aller exécuter cmd.exe sur un répertoire qui n'existe pas au départ. Il va vers un répertoire qui n'existe pas, il revient en arrière, puis le répertoire existe. Ça va passer, mais l'antivirus, lui, il va arrêter au moment qu'il voit que le répertoire n'existe pas. Ici, on voit le PowerShell. Si vous avez activé vos logs comme il faut sur vos clients Windows, vous devriez être en mesure de voir les logs des scripts PowerShell qui sont exécutés. Normalement, ça devrait être super lisible, en clair. Mais là, dès que vous voyez quelque chose d'obfusqué ou de mélangé ou de pas lisible, posez-vous des questions. Ça, c'est le PowerShell sur des échantillons de Emotet pendant une semaine qui sont obfusqués de façon différente à chaque fois. Très souvent, c'est jamais les mêmes adresses IP, les mêmes URL qui vont revenir d'une journée à l'autre. Donc, on voit clairement que ça a été autocomplet parce que ça changeait aux 15 minutes. On ne se casse pas la tête parce que c'est trop dur à suivre tout le temps si ce n'est pas notre tâche principale. Ici, j'utilise la commande hexedit sur Linux parce que je me suis fait une VM pour taponner mes fichiers qui sont bizarres. Puis, on pouvait voir le script PowerShell, mais il n'est pas lisible directement. Avec le E accent circonflexe, il va joindre les mots ensemble. Fait que ça peut être une façon intéressante de trouver de l'information aussi. Ici, les logs réseau. On peut voir une requête sur un port 80 ou sur un 443, sur un serveur web. Souvent, quand on va voir un erreur 404, il n'a pas trouvé le fichier, on arrête là, puis on passe à d'autres choses. Il faut faire attention. Comme on voit ici, il y a une chaîne de caractères bizarre. Puis, le code qui va le lire va comprendre c'est quoi ici. Avec ici, il va être capable de décoder, puis de recevoir une commande. Donc, ça passe encore plus sous le radar. Ici, on voit la chaîne d'exécution, comme je l'expliquais tantôt. CMD, PowerShell, qui va aller chercher le fichier sur Internet, qui va... une tendance récemment, c'est des fichiers à 3 chiffres, comme 368.exe, c'est un échantillon que je savais récemment. Et il s'exécute encore, puis il essaye de dropper une autre affaire qui va s'appeler n'importe quoi, qui va essayer d'exécuter une autre affaire, qui va exécuter SVC Host. SVC Host, on s'entend, c'est un process normal dans Windows, mais c'est très souvent utilisé pour casser d'autres choses. Les auteurs de malware ont le sens de l'humour des fois. Des personnes qui sont connues, vous sortez dièse, Emotet, le hashtag sur Twitter, puis vous allez revoir des noms. Vous allez voir des noms qui reviennent très souvent. Ces noms-là reçoivent parfois des échantillons loufoques, comme ici on voit que un document Word qui dit carrément ne pas ouvrir les virus informatiques. Juste pour rigoler ou pour dire allô, il s'envoie des messages subtils comme ça. Donc, j'expliquais tantôt, c'est très intéressant dans ces moments-là d'avoir des logs à gauche et à droite pour savoir c'est quoi qui se passe, c'est quoi qu'on doit faire, à quoi notre infra est préparé, en quoi notre infra n'est pas préparé.
il ne faut pas assumer que parce que vous avez une solution antivirus ou anti-spam que ça va bloquer les trucs comme il faut. Donc, ça peut aller Exchange, anti-spam, antivirus et endpoint, Event Viewer. Event Viewer, ça aide vraiment sur un Windows. Ça peut être des logs réseau, comme avec sécurité en ligne, vous pouvez avoir Bro ou d'autres solutions comme ça. Ici, encore un autre screenshot d'un échantillon que j'ai reçu récemment. Cette fois-là, c'était un PDF. Le lien de télécharger facture allait sortir un PDF. Ce PDF-là avait un lien dedans qui fallait télécharger un document Word qui, lui, allait exécuter la commande, qui, lui, allait sortir d'autres codes. Ça m'a pris une semaine à comprendre comment ça fonctionnait. Ici, on voit les logs réseau qui sont liés au courriel que vous avez reçu. En gros, c'est qu'à l'heure que le courriel est rentré, j'ai pu aller dans les logs réseau, identifier à peu près à la même heure. Je ne savais pas quelle heure exactement, fait que j'ai rétréci avec l'adresse IP du poste client. Et j'ai pu voir les requêtes HTTP. Donc, on a une requête sur le gotraffichits.com. C'est bizarre en partant. J'ai été voir sur un site web qui s'appelle URL How. Sur ce site-là, tu peux voir s'il y a des URL qui sont pas bons, sont tagués pour quelque chose, etc. Là, j'ai pu identifier qu'un document Word a été téléchargé. Ce document Word-là, j'ai un log qui me permet de savoir c'est quoi les fichiers qui ont été téléchargés, leur hash, la grosseur, le type de fichier. Donc, à chaque fois, ça me donne deux hashes. C'est le SHA 256, puis des fois c'est le MD5, des fois c'est le SHA1, ça dépend de votre système. Donc, j'ai pris ces hashes-là, je suis allé sur le site qui s'appelle Virus Total. Sur Virus Total, tu prends un des deux hashes, en haut, tu as une barre de recherche, tu mets ça là, ça te donne un lien. Sur ce site web-là, la première page, vous allez voir, c'est qu'il y a à peu près 60 sources potentielles d'informations qui vont. Ça peut être Trend Micro, ça peut être Avast, ça peut être KPT, ça peut être I7. Et ça va vous dire est-ce que c'est détecté, est-ce que c'est connu pour être malicieux? Et si oui, c'est quoi le nom qui identifie l'infection? Donc, on voit que mon fichier est très reconnu. Par contre, cette capture d'écran-là, ça a pris plusieurs semaines plus tard. La première fois que j'ai été sur ce site-là, il y en avait 3. Donc, en partant, c'était pas vraiment malicieux parce que c'était pas connu. Et sur le site web Virus Total, on peut carrément aller dans un onglet qui s'appelle Communauté. Communauté, il y a beaucoup de monde qui vont mettre des commentaires ou des URL vers d'autres sources d'informations. Comme ici, on a quelqu'un qui s'appelle Précision Sec qui a donné un bloc d'URL qui s'associe au document en question. Et on retrouve justement gotraffichits.com/reset qui était la requête HTTP qu'on voyait tantôt. Donc, ça nous permet d'aller gratter encore plus. On a le hash. Une fois qu'on sait qu'une personne a reçu un hash, ça peut être bon, ça peut poser la question. Et il y en a d'autres qui ont reçu la même affaire. Donc, on fait une recherche sur les logs réseau, sur ce hash-là précisément. Et on est capable de voir facilement qu'il y a plusieurs personnes qui ont été téléchargées la même affaire. Là, j'ai caché les adresses IP sources, mais on voit que les mêmes adresses IP reviennent aussi. Après ça, comme je l'expliquais tantôt, je regardais c'était à quelle heure à peu près. La personne qui m'a fait suivre le courriel, comme je l'expliquais tantôt, elle n'a pas inclus les en-têtes du courriel. Ça fait que je n'ai vraiment pas assez d'informations. Ça dit que ça vient d'une adresse courriel, mais en fait, elle est falsifiée. Puis, c'est au niveau du serveur que j'aurai plus d'informations. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. J'avais la source, j'avais le document PDF, j'avais un document Word, j'avais une heure approximative de téléchargement du fichier. Donc, je suis en mesure d'aller sur mon anti-spam pour avoir plus d'informations. J'ai pu voir que l'entête et le 2 viennent d'une place bizarre à une autre place bizarre. Fait que j'ai probablement été mis en copie conforme invisible, puis je ne le verrai même pas dans le système. Par contre, automatiquement, j'ai pu savoir qu'avec le sujet facture, c'est assez bizarre comme échantillon.
Ici, c'est une autre échantillon que j'ai eu à un autre moment sur mon endpoint antivirus qui fait que la détection comportementale a carrément bloqué l'ouverture du document Word. Pardon, celui-là, c'est la réputation web parce qu'on voit que le document va sur un URL GoTrafficKit qui n'est pas bon. Donc, il l'a bloqué. Mais ça, c'est quelques jours plus tard. Comme je l'expliquais tantôt, le site web URL House, c'est une très bonne ressource pour savoir c'est tout bizarre, c'est pas bizarre, c'est associé à quoi telle URL. Ça donne énormément d'informations. Donc, dans notre cas ici, on voit le tag Emotet. Il n'est pas détecté, il est détecté, il est détecté, il est blacklisté, etc. Et ici, une autre source d'information, c'est en command line sur Linux, vous pouvez faire file le nom du flux. Ça va vous donner l'information dans la tête. Les documents Word vont avoir beaucoup d'informations. C'est quoi le type d'encodage? C'est quoi le nom du PC sur lequel ça a été fait, le document? Vous pouvez avoir l'heure de création du document. Donc, comme ici, on voit que ça a été créé le 5 septembre à 11h44 2018. Le courriel, je l'ai reçu à 11h54. Donc, il s'est passé 10 minutes entre la création du flux et cette affaire-là. Bon. Comme on voit, il y a beaucoup d'informations. On fait quoi? On a beaucoup d'informations, on ne sait pas où donner de la tête, quoi faire avec ça. Donc, il faut prendre plusieurs fois le temps d'interpréter les informations, les mettre ensemble. C'est quoi l'ordre d'idée? De ne pas nécessairement rentrer dans un mot, ça peut changer tout le temps. Ça peut être un modus operandi précis, ça peut être complètement l'inverse aussi. Et ça va vous aider à trouver encore plus d'informations. Et un peu comme un casse-tête, vous mettez les morceaux qui se ressemblent d'un côté, de l'autre, vous faites les bordures en premier, et petit à petit, vous êtes capable de voir le big picture. C'est un peu ça que j'essaie d'expliquer là-dedans. On veut des hashes, on veut des URL, on veut savoir s'ils sont tagués, s'ils ne sont pas tagués, etc. C'est quoi que ça fait? Est-ce qu'il y a plusieurs URL, est-ce qu'il y a des redirections, etc. Donc, ça nous amène vers un mot qui s'appelle IOC, des indicateurs de compromission. Sur VirusTotal, un peu comme je vous avais montré sur la capture, tantôt, on voyait des URL qui correspondaient à cette infection très précise. Ça peut être des URL, des adresses IP, ça peut être des hashes, des paramètres ou des écritures dans la base de registre de Windows. Sur VirusTotal ou d'autres sites web comme ça, vous allez avoir ce genre d'informations-là. Comme ici, j'ai des liens vers le site web qui s'appelle VMRay, qui est très cité sur les commentaires de VirusTotal. Et les IOC, comme je expliquais tantôt, Emotet va changer plusieurs fois par jour, à chaque semaine, etc. Ça ne sera jamais la même affaire. Ça ne vous donne rien d'aller sortir des IOC si vous ne savez pas si c'est associé à votre fichier exactement ou pas. Il y en a qui vont carrément avoir des sources, des tweets, des feeds de menaces pour avoir des affaires qui vont rentrer puis avoir votre propre système à vous et de vérifier dans les logs réseau s'il y a quelque chose de bon ou de pas bon qui est rentré à telle heure et de pouvoir faire plus d'associations. Ou sinon, dans d'autres cas, comme je l'expliquais tantôt, j'ai mon hash, j'ai quelques IOC, donc je peux ressortir plus d'informations sur mon réseau et savoir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu la même affaire, etc. Ici, on voit d'autres IOC. Je ne me rappelle pas si c'est le même document que tantôt, mais peu importe. Le principe est qu'on voit des URL qui sont demandées par un document, un point doc, un markdown particulier. Ces URL-là, je veux savoir, que si la personne a ouvert le document Word et a activé le macro, est-ce que ça s'est rendu à la 3e étape d'infection? Je ne sais pas. Donc, je peux prendre toutes ces informations-là et les ressortir dans mes logs. Ça peut être mes logs réseau, de réputation web, de blocage réseau, etc. Et si je trouve des hits sur ces URL-là, je vais pouvoir savoir, est-ce que ça a été bloqué? Est-ce que ça a fait quelque chose? Est-ce qu'il y a eu quelque chose après? C'est le genre d'informations qu'on veut savoir. Parce qu'on ne peut pas penser à
nettoyer un ordinateur aussitôt qu'il y a un indicateur de compromission. Ce n'est pas parce qu'il y a un indicateur de compromission qu'il y a eu une compromission aussi. Donc, c'est le genre de truc à interpréter de façon régulière. En bas, on voit des adresses IP. Et sur certains sites web, on peut avoir des PCAP. Des PCAP, c'est des enregistrements de communication réseau. Sur un autre site web, on voit les autres qui ont été contactés, puis les processus qui sont associés. Et on voit les requêtes DNS. Les requêtes DNS, ce n'est pas nécessairement des URL. Ça peut être carrément, vous avez fait un ping sur telle adresse IP. Je vais demander à tel serveur c'est quoi qui est associé à ce nom d'hôte. Des fois, ça peut être un nom d'hôte vraiment bâtard avec un hash md5.domaine.com. Le hash md5 envoie de l'information. Et le serveur web va l'interpréter de cette façon-là. Ça peut être une forme d'exfiltration qui est assez particulière. On le voit quand même assez souvent. Ici, dans l'indicateur de compromission, on voit qu'est-ce que le processus a fait, qu'est-ce que le processus tente d'exécuter, ou le VBA, ou le PowerShell qui essaie d'exécuter. Si vous avez SCCM, par exemple, vous êtes en mesure de retirer les logs de beaucoup de machines en même temps et vous pouvez sortir des trucs sur les strings. Comme ici, on voit des URL qui ne sont pas dans les autres indicateurs de compromission. Des fois, la plupart du temps, ça va l'être, mais des fois, ça ne l'est pas tout le temps. Vous prenez cette information-là, vous faites une recherche sur ça, vous trouvez d'autres informations avec ça. Encore une fois, on voit l'ordre d'exécution de tous les flux et les interactions entre les flux finaux. Comme par exemple, un flux peut s'effacer automatiquement et attendre qu'un autre le recrée pour le révéler et envoyer l'information à un autre. Il va l'envoyer plus tard, puis c'est tout mélangé comme ça. Comme je vous expliquais tantôt, interprétation, réinterprétation, vous avez trop d'informations. Vous ne faites pas juste une exploration, vous refaites une exploration plusieurs fois. Vous trouvez de la nouvelle information, OK? Vous prenez cette information-là et vous l'appliquez à l'ancienne information pour trouver beaucoup plus de théories, de possibilités de ce qui s'est passé. Et évidemment, ça donne encore plus de questions à répondre. Mais au fur et à mesure que vous avez des questions qui sont répondues, vous allez augmenter votre maturité de gestion d'incidents, de réponse de ce genre d'incidents-là. Et c'est ainsi qu'on progresse. Encore une fois, ici, c'est des logs d'antivirus et de filtrage réseau. Comme on voit ici qu'il y a une requête HTTP qui a été faite, puis à peu près à la même heure, il y a Trend Micro qui a été sollicité, mais c'est une page qui analyse la demande puis qui l'a carrément bloqué. En même temps, si je m'en vais dans les logs de mes endpoints, je vois que PowerShell a essayé de fermer ou d'écrire sur un fichier qui s'appelle 368.exe. C'est une signature qui est quand même assez fréquente, donc c'était clair pour moi que la demande a été bloquée. Mais ça vient de où? On voit que ça revient plusieurs fois. Ça revient plusieurs fois par jour. Ça revient à toutes les journées, etc. Donc, il y a quelque chose qui essaie de dropper à quelque part. Peut-être que c'est pas malicieux. Peut-être que l'URL de source est morte. Mais on ne peut pas supposer qu'il ne se passera plus rien avec ça. Donc, il faut aller nettoyer ça. On peut voir un blocage de requête et on a un hash ici. Ce hash-là, tu peux aller sur Virus Total. Tu vas savoir à quel IOC, quel document source ça va être associé. Avec ça, vous êtes capable de savoir c'est quoi le processus qui essaye d'exécuter ça à tous les jours. Et avec cette information-là, vous pouvez aller ressortir sur le système infecté. Ah, je vais trouver quelque chose qui a exactement le même genre de comportement, mais il n'est pas détecté. Je prends ce fichier-là, je l'envoie sur mon fournisseur antivirus, le support, quelque chose comme ça. Ils vont créer une signature pour ça et on fait un scan, ça va être nettoyé. Encore une fois, c'est du PowerShell. On voit la grosse commande qui a été exécutée à peu près à la même heure que le 368.exe a été exécuté tantôt. Par contre, l'affaire que je voyais, c'est qu'il essayait de créer ce fichier-là depuis 3 URL séparés.
l'URL 1, URL 2, URL 3. URL 2 était bloqué. URL 1 puis URL 3, ils étaient dans le fichier ensemble, mais le fichier ne pouvait rien faire avec ça. Donc, c'est à ce moment-là que ça bloquait. Ici, on voit des logs comportementaux d'antivirus. On a un nom bâtard. Dans un dossier programme data, une chaîne de caractères bizarre avec un mélange de lettres, c'est du n'importe quoi. À tous les jours, à peu près dans le même 5 minutes, qui va, on ne voit pas ici, mais ça exécute SVC Route. Ça essaie d'écrire sur SVC Route. Là, c'est comme ça a été un signal d'alarme à ce moment-là. Et il n'est pas détecté par aucune signature. La solution Trendmicro a un outil qui s'appelle ATTK. Ça permet d'aller extraire un fichier sur une machine qui peut être infectée, sans nécessairement que nous, on se fasse infecter. Ça va sortir le fichier, ça va mettre un mot de passe sur un fichier .zip avec ce fichier-là. Vous pouvez prendre ce fichier-là et l'extraire dans votre solution d'analyse code malicieux ou l'envoyer à votre fournisseur, ça peut être Licette ou Carpeté, et ils vont l'analyser et ils vont donner une signature à ça. Ou encore, vous pouvez carrément avoir un outil qui va aller sortir le hash du fichier en question et aller demander sur Virus Total. Parce que vous avez un antivirus, donc vous avez seulement des signatures d'une compagnie. Donc, peut-être que cette compagnie-là ne le détecte pas, mais que d'autres compagnies vont le détecter. Donc, vous prenez le hash, vous allez sur Virus Total qui a 60 sources de signatures différentes et vous allez voir, ah, il est détecté là, il est détecté là, il est détecté là. OK, oui, c'est un problème. C'est bon à savoir. Donc, dans mon cas ici, j'ai pu voir que c'était un Cheval 3 ISID. Donc, ça n'a pas été long que j'ai pu faire le ménage, puis c'est ça. Le nettoyage. Bon, moi, quand j'ai commencé avec toutes ces affaires-là, j'avais à l'esprit, avant j'étais administrateur réseau. Donc, admin réseau, il y a un problème avec un poste, je veux une solution de déploiement, c'est pas grave, je pèse sur un bouton, puis le poste se fait réinstaller, merci, bonsoir, le problème est réglé. Par contre, quand c'est pas toi l'administrateur réseau, c'est un peu plus compliqué. Donc, tu ne peux pas simplement parce que, il y a une affaire lourde sur tel poste, tu remontes au complet, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y en a qui vont faire comme ça. Et, ça demande beaucoup de ressources. Vous n'avez peut-être pas ces ressources-là ou vous n'avez peut-être pas la solution en place pour faire ça. Donc, comme je vous expliquais, il y en a qui vont simplement prendre des solutions endpoint, antivirus et faire le ménage. Puis s'il n'y a pas d'autres logs qui ressortent, tout est beau. Ça dépend des organisations. Il y a d'autres techniques, d'autres outils à explorer que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais si vous voulez faire des recherches, qu'est-ce qui va popper de plus en plus, c'est des outils qui s'appellent des EDR. Ça pourrait permettre, par exemple, je prends mon hash ou un truc que je trouve en mémoire sur un poste infecté. Je vais ressortir cette information-là sur tous mes postes de mon infrastructure. Et je vais trouver le hash, lui, il a fait telle affaire, OK, c'est très répandu, c'est pas répandu pantoute. Ça va donner ce genre d'informations-là. Les règles IARA, c'est des règles comportementales. Tu peux avoir des agents sur tes pas. Tu rentres ta signature dans ta console centrale, puis ça va vérifier tous tes pas. Sinon, j'ai mis des sandbox. Des sandbox, c'est tu peux avoir un URL, tu mets ton fichier là, puis ça te sort un rapport complet. C'est quoi ton fichier? C'est quoi les informations qui contiennent des IOC, etc. Un peu comme un virus total maison. C'est ça. Maintenant, bon, si vous voulez mettre un mur pour vous défendre un peu mieux, pour prévenir ce genre d'affaires-là, il y a différents aspects à observer qui sont souvent ignorés. Souvent, le monde va se poser, OK, j'ai quelqu'un qui me fournit une solution de sécurité, je suis safe. C'est pas vrai. Donc, on va voir chacun de ces aspects-là. Les configurations. Ce n'est pas parce que votre vendeur de la solution vous recommande telle affaire que vous devriez l'écouter à 100% et appliquer la solution, puis c'est fini, vous fermez le projet puis vous passez à d'autres choses. Non, parce que les configurations dépendent souvent de l'organisation. L'organisation va avoir des méthodes différentes d'une place à l'autre.
il y a une place qui va vouloir supprimer les fichiers malicieux automatiquement, puis il y en a une autre qui va vouloir les mettre en quarantaine pour analyser et être capable de les extraire pour les redonner à la personne si ce n'est pas malicieux. Évidemment, c'est bon de toujours configurer des mises à jour et de s'assurer que sur une période de support précis, on va avoir des mises à jour. J'ai déjà vu des places qui disaient « Ah, mais quand je l'ai acheté, vous avez le support pour les mises à jour. » Puis tout. « Oui, madame, parce que c'est bon pour 2 ans, puis après ça, vous n'avez plus. » Ah, fait que là, il n'y avait pas de signature antivirus depuis plusieurs mois. Fait que ça fait mal un peu. Anti-spam. J'ai vu beaucoup de plans. Bon, c'est facile. Il y a le cloud de nos jours, il y a Gmail, il y a Office 365. Ça peut aller, c'est pas parfait. Mais il y a encore beaucoup de places qui ont des solutions maison. Un Exchange en place, ils vont mettre une solution anti-spam vieille de 5-6 ans parce que ça ne leur tente pas de payer pour le support, puis pour les définitions. Aussi, c'est pas seulement une question de se défendre, mais de prévenir. Ça veut dire de mettre en place les configurations pour notre domaine, pour notre périmètre. Ça veut dire des marques FPF, des KIM, de s'assurer que nos noms de domaine paraissent légitimes. Comme ça, on a l'air moins douce pour d'autres plans. On est moins cible pour d'autres personnes. Les filtres bayésiens, ça peut être intéressant à explorer, mais j'ai vu beaucoup de plans qui disaient c'est trop compliqué, on ne sait pas comment balancer le score, comment pas avoir trop de faux positifs. C'est très difficile de ne pas avoir aucun faux positif. Ensuite, avec les filtres bayésiens, c'est basé sur un score. Par exemple, si quelqu'un a un nom de domaine qui ne résout pas de façon inversée, on va rajouter un score de 0.5. Si le nom de domaine vient de la Chine, on va rajouter un 0.5, etc. Différents paramètres comme ça. Et un score qu'on voit souvent, qui est ça peut être de 4 ou de 5. Si ça dépasse ce score-là, on va le bloquer automatiquement parce que c'est trop bizarre. Si le score est par exemple entre 4.5 et 5, on va le taguer. Le taguer, ça veut dire, dans le sujet, on va mettre en parenthèse, est-ce que c'est un spam avec beaucoup de points d'exclamation, et petit à petit, on va apprendre à notre système à reconnaître le bon du mal. Ensuite, si vous êtes prêt à sacrifier un peu de temps sur la réception de vos courriels, ça peut être un 10 minutes, ça peut être un 30 minutes, vous avez quelqu'un au téléphone et il clique sur envoyer. Voyons, crème, ça ne rentre pas, ça fait 10 minutes. Puis le grey listing, ça peut être une option si ça ne vous dérange pas trop. Le grey listing, qu'est-ce que ça fait en gros? C'est que les gros spammers qui vont faire souvent vont envoyer énormément de courriels. Ils n'ont pas le temps de suivre les protocoles normaux. Ça veut dire envoyer. As-tu bien reçu? Oui. OK, merci. Bonsoir. Tu n'as pas reçu? OK, attends un peu, je vais te renvoyer. Ils ne feront pas ça. Ils vont ça. Tiens, prends ça, tiens, prends ça, tiens, prends ça. Ils n'ont pas vérifié si le premier a été bien reçu. Donc, le grey listing, ça fait, c'est que, attends, je ne te connais pas, toi. Peux-tu me le renvoyer dans 10 minutes, s'il te plaît? 10 minutes plus tard, ah oui, je te reconnais, toi, je te prends, je vais te rajouter dans ma base de données pour 30 jours. Donc, les courriels vont rentrer tranquillement pas vite. Donc, ça peut diminuer les volumes de courriels. Par contre, dans le cas de Imhotep, ça peut arriver des fois que le courriel vienne d'une source légitime. Pourquoi? Parce que la source a été infectée. Donc, le comportement est légitime, mais c'est pas voulu. Donc, il faut différencier ça. Ensuite de ça, il y a les RBL. RBL, c'est pour Remote Blacklist. Il peut y avoir Palmhouse, Zen, il y en a d'autres comme ça. Barracuda, que j'aime bien aussi. Ces listes-là, ça peut être des volontaires, ça peut être des compagnies qui vont gérer des listes de serveurs qui ne sont pas bons, qu'il faut taguer. Il faut dire, on ne veut pas avoir de courriel de ces adresses-là. Et automatiquement, il y en a qui vont dire, OK, si telle liste est très réputée a cette adresse-là dans sa liste, on bloque ça tout de suite. Puis on arrête ça là. Ça fonctionne très bien, mais il faut savoir bien choisir ces listes. Il y a des listes qui sont faites, qui sont gérées par une personne, puis qui taguent à peu près n'importe quoi. Puis ça vous empêche de recevoir des courriels parce qu'il y a quelqu'un qui a cliqué, croché sur toutes les cases qui lui étaient offertes pour les lire. Donc, ça peut être embêtant des fois. Une autre solution que j'ai déjà mis en place, c'est pas applicable partout, mais fail to ban, ce que ça fait, c'est que ça lit des logs d'un service. Par exemple, ça peut être Exchange, ça peut être Zimbra, ça peut être OpenAdapt. Si tu vois des logs dans tes journaux qui sont bizarres,
Tu les mets dans tes paramètres et tu dis, si j'ai plus que 5 logins LDAP sur telle URL en 2 minutes, s'il te plaît, bloque l'adresse IP qu'il demande, ce genre d'affaires-là. Donc, j'ai déjà eu des cas, par exemple, de phishing qui copiait une page de login. Il prenait cette information-là, il se connectait sur la boîte de la personne, puis il spammait sans arrêt. Fade2Ban était très utile pour ça, parce qu'on voyait carrément que la personne envoyait trop de courriels. Ça ne se peut pas de façon légitime que la personne envoie des trucs comme ça. Par contre, ça peut générer beaucoup de faux positifs si on ne fait pas attention. Oui, il y a des solutions maison. Avant d'avoir des systèmes comme Barracuda, Fortmail, etc. J'ai essayé de faire ma solution maison, mais ce n'était pas satisfaisant pour 2 cents. Je n'arrivais pas à monter en haut de 60-70 %. C'est beaucoup de travail. J'avais une solution, au début, c'était en ligne de commande, puis tout. Après ça, j'ai eu une interface web. Il fallait que je dise c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Je passais 1 heure de mes journées à taguer ces affaires-là. À un moment donné, j'ai décidé que ça n'a plus bon sens. J'ai présenté comme quoi ça prend tant de temps pour que tout soit correct, puis c'est même pas correct encore. Ça vous coûte tel montant d'argent. Donc, avec cet argent-là, vous pourriez avoir tel système, puis on aurait la paix. Ah, OK, c'est vendu. C'est là que j'ai eu mon premier système qui a été basé sur un fournisseur, puis ça l'a grandement amélioré. C'est là que j'ai atteint le 80 % avec quelques paramètres. Le filtrage web, comme je expliquais tantôt, c'est une des différentes couches qui va vous aider à prévenir les malspams. Comme on voyait tantôt, des sites piratés, ça peut être des hébergeurs qui se sont fait déployer des sites malicieux, etc. Le filtrage web est excellent pour ça. Quelqu'un s'en va sur un URL, ah, c'est pas bon, la page web est rouge, pas le droit d'aller là-dessus parce que c'est pas bon. OK. Là, il va faire une demande. Hey, je peux pas aller sur tel site web, pourquoi? Ah, le site s'est fait pirater, ils vendent des soutiens-gorge maintenant. Allez ailleurs, s'il vous plaît. Une épée de Damoclès, c'est que si un attaquant est au courant de vos configurations de filtrage web, il peut en profiter. Si vous faites confiance à l'hébergement sur le cloud, par exemple, ça peut être Google Drive, ça peut être iCloud, ça peut être OneDrive, WeTransfer, etc. Puis un attaquant peut décider tout à coup de mettre des fichiers là-dessus et ces sites web-là ne seront pas bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une catégorie. C'est tout à fait normal de ne pas classer ça de façon malicieuse. Donc, quelqu'un va utiliser ça. C'est bon de ne pas donner le même profil de filtrage web à tout le monde. L'admin réseau puis la personne des finances n'ont pas besoin d'avoir accès à la même information sur Internet. Donc, vous ne bloquez pas les mêmes affaires. Antivirus. On n'appelle plus vraiment ça les antivirus, parce que les antivirus, c'est les systèmes qui étaient à signature seulement. De plus en plus, on va voir des systèmes avec détection comportementale, différentes sources d'informations, etc., et qui vont bloquer de façon différente. Les solutions qu'on appelle endpoint maintenant, ça inclut anti-malware, un peu comme Malwarebytes que vous connaissez. Bon, vous rajoutez ça à votre antivirus qu'il y avait avant, un mini firewall qui remplace celui de Windows, qui ne vaut pas grand-chose, anyway. Un sandboxing, ça fait que s'il voit un fichier malicieux, il l'envoie dedans, il l'exécute, il voit ce que ça fait, si le comportement est bon ou pas bon, il va réagir en fonction de ça. Et le blocage web, un petit blocage web comparé à une solution complète. Segmentation réseau. Comme on voyait tantôt, Emotet est capable de faire du bruit fort sur les postes voisins. Ça fait que la propagation peut être instantanée si tout le monde a le même mot de passe puis qu'il vient d'être cassé. Un peu comme WannaCry faisait. Il y avait une même faille sur toutes les postes, puis boum, ça se ramasse partout. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, mélangez pas les locaux libre-service des étudiants avec les serveurs et les postes qui sont pour les membres du personnel. Ça n'a pas besoin de communiquer ensemble. Les imprimantes n'ont pas besoin de parler au téléphone nécessairement. Par contre, ils vont peut-être avoir des trucs en commun. Vous pouvez configurer vos VLAN de façon appropriée, faire l'infra, vos connexions au réseau de façon appropriée à ce niveau-là aussi. Donc, ça se base vraiment sur
l'idée du moindre accès. Le mot de passe. Souvent, le monde qui vont déployer des postes de travail vont avoir le même mot de passe administrateur local puis pour tous les postes ou une majorité de postes. Bon, la pratique est répandue, je peux la comprendre parce que le monde ne sont pas au courant qu'il y a des solutions pour ça. Si vous avez une infrastructure Active Directory, vous pouvez avoir la solution qui s'appelle LAPS. Ce que ça fait dans le fond, c'est que ça implémente quelque chose dans l'Active Directory qui va gérer les mots de passe de façon variée. Et chaque poste va avoir des mots de passe différents. Donc, tu essayes de te connecter sur un poste, tu vas avoir un mot de passe, tu essayes le même mot de passe sur un autre, ça ne fonctionne pas. Donc, ça vous rajoute une couche de protection de plus. Par exemple, un autre événement qui peut arriver, c'est que vous avez un portable. Les portables sont clonés de même source et souvent, ils vont avoir les mêmes mots de passe, les mêmes sources d'images. Si vous en faites voler un, bien, la personne pourrait carrément prendre le hash TLN de façon offline et le casser, puis avoir accès à une bonne partie de votre infrastructure comme ça. Si vous ne voulez pas que ça arrive, c'est une excellente solution aussi. Évidemment, comme je l'expliquais tantôt, il y a des listes de mots de passe par défaut qui sont faciles à tester, que Emotest va aller télécharger et tester sur des infrastructures. Prenez pas ces mots de passe-là, parce que ces mots de passe-là sont faibles de toute façon. Il n'y a aucune raison sur des postes de travail d'avoir des mots de passe qui sont faibles. Évidemment, ça s'applique un peu partout sur l'infrastructure, pas juste sur les postes de travail. Je vous recommanderais notamment d'aller voir les dernières recommandations du NIST, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ont la mentalité de changer les mots de passe aux 3 mois. Les recommandations ont changé à ce niveau-là et il y a beaucoup de monde qui ne sont pas encore au courant. Parce qu'on s'entend que le facteur humain fait que c'est-tu mon passe de 3 mois ou de 1 an? Ça, je ne me rappelle pas. Je peux pas parce que je ne peux pas avoir le même mot de passe que les 5 derniers. C'est quoi déjà mon mot de passe? Je ne me rappelle plus. Ça arrive tout le temps et ça dérange le service à la clientèle. Il y a beaucoup de trucs comme ça à penser. Un autre élément qu'on entend beaucoup parler, c'est le two-factor auth. C'est bien, mais ça ne fait pas tout. Évidemment, vous avez peut-être entendu parler, il y a du monde qui peuvent se faire copier leur carte SIM pour recevoir un SMS de quelqu'un qui va recevoir le two-factor auth pour un 30 secondes. C'est tout ce que ça prend pour entrer sur un site web. Il faut faire attention à ça. Sinon, il y a des reverse proxy qui permettent de faire du phishing avec une personne et de rentrer le code de two-factor auth et l'attaquant peut avoir accès aux services concernés. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée de l'appliquer, c'est une couche supplémentaire et toutes les couches accumulées une après l'autre vont vous assurer une meilleure sécurité générale. La surveillance proactive. Comme vous avez vu tantôt, j'avais montré beaucoup de logs sur les postes de travail, sur les serveurs, sur les services, les logs de communication réseau, avoir tout ça, d'avoir une excellente vue de ce qui se passe sur votre infrastructure, pas nécessairement live, mais dans le passé aussi, ça peut vous rendre énormément service pour ce genre d'application-là. Évidemment, ça prend du monde qui sont capables d'interpréter ces informations-là. Il peut y en avoir beaucoup d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lire. Vous pouvez avoir des notifications, des alertes. Par contre, pas trop, mais pas assez. Trop d'alertes, ça va faire que vous allez avoir votre boîte de courriel qui est pleine, puis vous allez arrêter de les lire, puis vous allez manquer plein d'alertes. C'est pas bon à long terme. Il faut faire attention à ce niveau-là. Il faut bien choisir ces signatures d'alerte. Sinon, un truc qui peut être bien, c'est de faire une activité. Ça peut être à l'interne, ça peut être interne, externe. Vous allez avoir du monde qui vont surveiller l'infrastructure et vous demander, par exemple, à un contractant, s'il te plaît, peux-tu essayer de rentrer dans mon infrastructure de façon délimitée, etc. Pendant ce temps-là, l'équipe va voir ce qui se passe sur le réseau, puis ils vont essayer de comprendre c'est quoi qui se passe. Peut-être qu'ils ne sauront pas d'avance non plus, pour voir s'ils sont prêts ou pas prêts à ce genre d'affaires-là. Et petit à petit, à la fin, les deux équipes vont se rencontrer. J'ai fait ça, t'as-tu vu? Ah, j'ai remarqué telle affaire bizarre, mais je ne comprenais pas c'était quoi. Enfin, les deux équipes vont apprendre énormément de cette façon-là. Évidemment, comme je l'expliquais, de ne pas lire toutes les logs parce qu'il y a vraiment trop d'informations. C'est bon d'automatiser des tâches. Il y a des tâches qui sont super répétitives. Essayez de les automatiser.
ça va vous rendre service à long terme. Le périmètre interne est aussi important que le périmètre externe. Il y a beaucoup de places que j'ai vues qui s'occupent sur le firewall, sur les communications qui viennent de l'extérieur, puis ils ne regardaient même pas à l'intérieur. Ce n'est pas une bonne idée d'assumer qu'une zone est sécuritaire à 100%. Qui sait, peut-être que quelqu'un peut prendre une clé USB, puis ça donne accès à l'infrastructure, mais comme vous ne regardez même pas l'interne, ben, vous n'allez jamais le voir arriver. Bon, évidemment, vous avez vu tantôt les exemples de courriel. « Hey, vous avez une facture, s'il vous plaît, payez-la ou ça craque parce que sinon vous allez perdre votre job. » Le changement d'urgence, il y a beaucoup de monde qui sont pognés par ça. C'est quoi qu'il y a comme moyen pour arranger ça? Il n'y a pas de remède miracle. C'est bon, par contre, de faire de la sensibilisation. Ça peut être une personne qui rentre en poste dans l'organisation. Vous la mettez au courant des risques, des affaires qu'elle peut voir de façon régulière. Vous pouvez lui donner une formation à ce niveau-là et de former votre personnel de façon régulière, de tester votre personnel aussi pour avoir des métriques à ce niveau-là pour savoir est-ce que votre personnel s'améliore, oui ou non, comment vous devez ajuster vos formations. Ça peut être des trucs comme ça. L'ingénierie sociale, c'est pas seulement par courriel aussi. Il peut y avoir d'autres formes d'application. Ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier. Par exemple, vous recevez une enveloppe adressée à vous. « Wow, vous avez gagné une croisière, veuillez connecter cette clé USB pour réclamer votre prix. » Bon, ce genre d'affaires. Évidemment, de faire comprendre c'est quoi le risque au personnel, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, ben c'est pas moi qui vais être pogné à réparer ce problème-là. Je vais juste avoir compté pendant une journée, puis ils vont me donner mon ordi après comme si rien n'était pour moi. C'est pas seulement la solution n'est pas seulement technique, elle est aussi administrative et dans la culture de l'entreprise aussi. Des ressources utiles. Comme je parlais beaucoup de virus total, aussi sur Twitter avec le hashtag Imotest. Les informations qui vont ressortir, c'est beaucoup d'informations de la journée même. Puis il peut facilement en avoir une centaine par jour. Donc, si vous êtes en retard, vous allez descendre un peu loin dans le feed. Après ça, Google. Ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, d'avoir des indicateurs de compromission, mais je ne trouve rien dans les sources normales. Je l'envoie sur Google, ça me dit « Ah, tel site web s'est fait pirater, je ne suis pas capable d'accéder sur un forum, par exemple. » Puis sur ce forum-là, ça dit « Ah, mais il n'est pas bon, il est associé avec tel groupe malicieux et vous devriez faire ça, vérifier ça. » Ah, ça donne encore plus d'informations. Vous trouvez d'autres indicateurs de compromission que vous trouvez, etc. Bon. Reddit, ça a l'air de rien, mais Reddit, c'est une très bonne source d'information pour ce genre d'affaires-là. Sinon, le site web beta.virusbay.io, c'est un site web qui n'est pas 100% public. Vous devez vous faire approuver, avoir une invitation, mais c'est très intéressant si vous en faites beaucoup. Vous voulez échanger avec d'autres personnes qui font des recherches sur les malwares. Vous voulez changer des signatures, des comportements, en apprendre. Ça peut être une bonne place. Mais ayez une base avant d'embarquer là-dessus. Puis, année.run, c'est un site web. Vous pouvez avoir une solution locale aussi, mais j'imagine que ça envoie l'information de toute façon. Et un peu comme les sandbox, je parlais tantôt, ça vous donne un big picture de vos procès et ça vous donne une idée super claire, c'est quoi que vos fichiers font. Des réflexions. Bon, il y en a plusieurs, là, mais une réflexion qui m'est revenue beaucoup avec ce sujet-là, c'est s'il arrive un événement à votre organisation ou votre entreprise qui a un énorme impact financier, ben c'est de la faute à qui? C'est qui doit être blâmé? C'est qui doit se faire poursuivre? Ça vaut-tu la peine de poursuivre? On ne sait même pas c'est qui nous a attaqué, mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job, on fait quoi? C'est rarement clair à ce niveau-là. Et les lois au Québec, au Canada, dans beaucoup de pays, ne sont pas équipées pour répondre à ça. C'est quelque chose qu'il faut changer, mais de quelle façon? C'est dur à dire encore. Ensuite,
comme on voyait tantôt, on est très dépendant des signatures antivirus. Oui, il y a du comportemental, mais ça ne règle pas de problème. Un attaquant qui s'intéresse vraiment à vous et qui veut avoir une information très précise peut faire de quoi sur mesure sur votre infrastructure. Puis, il va pouvoir contourner toutes les protections. Parce qu'il il va faire de la reconnaissance qu'on appelle avant, puis envoyer un courriel avec un pixel invisible. Le pixel invisible va vous dire telle version de Outlook, telle version de Chrome ou de Firefox, avec telle version de Windows, etc. Il va ramasser plein d'informations et ainsi va savoir les points faibles plus facilement et exploiter ça. On se base sur les signatures. Ça nous rend aveugles sur que tu n'as pas de signature. On n'a pas encore de solution à ce niveau-là. On peut seulement s'améliorer et de faire la surveillance accrue, comme tu l'expliquais tantôt, c'est un bon point pour ça. Évidemment, on a des solutions de défense qui évoluent beaucoup. Mais c'est quoi les prochaines évolutions du côté des malwares? C'est dur à dire. Mais si on se base sur les produits qui sont de plus en plus disponibles sur le marché, il va y avoir le deep learning, l'intelligence artificielle, ce genre d'affaires-là. Bien, applique ça au malware qui pourrait avoir le même niveau de sophistication. Ça peut être inquiétant, surtout quand les auteurs sont backés par un pays malicieux. La Chine, la Russie, etc. Donc, si vous avez des questions, ça fait le tour.